Bonjour. Bon, on n'est que trois mousquetaires au lieu de quatre. Nicolas Robineau, qui est à ma droite, n'a pas pu se déplacer aujourd'hui, donc on assurera la présentation de l'un des sujets. Bon. Donc Laurent Aguenier, je fais partie de WeNetwork, je suis référent process chez WeNetwork et programme manager. Donc programme manager, j'anime des programmes collaboratifs entre confrères. Donc concrètement, j'ai été pilote du programme PRUMS, entre trois EMS français majeurs, donc Actia Circuits et Lacroix. Vous avez sur cet écran les principaux leaders qui sont intervenus, mais au global, ce sont plus de 25 personnes chez les industriels qui ont participé. On a eu un contrat partenaire avec Renault, dont on a pu parler précédemment, pour lequel il y a eu un peu de teasing, donc il va falloir qu'on soit bon. Et on a été en contact avec plus de 40 acteurs industriels sur l'ensemble des travaux. Alors, le métier des EMS, c'est l'assemblage des cartes électroniques et l'intégration dont on a pu parler ce matin. PR, ça tient pour Power. Donc l'idée et l'objectif, c'était d'anticiper l'intégration d'éventuels nouveaux process chez les EMS en lien avec la montée en puissance annoncée des véhicules électriques. Donc concrètement, on a eu une phase projet de 3 ans, de 2022 à 2024, positionnée par rapport à la montée en cadence du véhicule électrique qui était attendue à partir de 2025. Il y en attend encore un petit peu. Nous, en tant que centre technique, on intervient en tant qu'acteur neutre pour animer ce projet entre les trois confrères. Le point de départ, il a été présenté ce matin, c'est notamment l'arrivée des composants dits grand gap, mais pas que. Donc, autour de tout ça, il y a des nouveaux besoins techniques en lien avec les dimensions physiques, mécaniques, électriques, thermiques. Donc, ça remet en cause les process d'assemblage traditionnels chez les EMS. Et donc, ça nécessite potentiellement l'intégration de nouveaux process dans le futur. Et c'est très nouveau pour nous. C'était très nouveau pour nous par rapport à un process qui était établi depuis 30-40 ans. Le marché moteur, comme souvent en France, c'est l'automobile. Donc, on a travaillé avec Renault pour la montée pour la montée en puissance des véhicules électriques. Et on est sur l'anticipation de ces nouvelles technologies. Ce qui nous concerne, c'est pas la partie gauche, on n'est pas au niveau du die, on est vraiment, nous, au niveau des modules pour l'intégration éventuelle par rapport au périmètre de la carte. Alors, le point de départ, ce sont les besoins produits. Les EMS, traditionnellement, n'interviennent pas ou peu sur cette partie-là. Par contre, la partie process est contributrice du niveau de performance. Et on a décidé de bosser sur trois sujets. Le frittage, dont on a pu parler un peu ce matin, on va compléter. Tout ce qui est assemblage par laser et le collage. Ceci pour adresser donc, de façon différenciée les besoins mécaniques, électriques et thermiques. Donc en synthèse, une rupture techno avec des composants de puissance. Donc là, vous avez à l'écran un site, mais il y a bien des nouveaux modules qui sont en train d'arriver sur le marché à destination d'un usage sur le système. Nous, on est quelque part entre les deux, pour le marché auto qui est annoncé en forte croissance. Sur la partie basse, vous avez en bas à gauche une carte complétée d'un certain nombre d'éléments. Bleu foncé, les process traditionnels chez nous. Et en bleu clair, les nouveaux process qu'on a décidé d'investiguer. Tout ça éventuellement dans nos usines d'ici quelques temps. À droite, ce qui se passe un petit peu plus loin, soit chez les OEM, soit chez les Tier 1. Et entre les deux, se posent probablement des questions sur l'organisation industrielle. Donc, nous, on serait potentiellement contributeurs sur cette organisation industrielle. À l'écran, peut-être que certains d'entre vous connaissent ces sujets-là. Ce sont les IPCE8, donc des grands projets qui ont été menés par des chefs de file bien connus. À chaque fois, on a ces questions d'assemblage qu'on a pu laisser un peu de côté au départ. Et donc, vous avez bien compris que nous, on est au cœur de ce sujet assemblage. Et on est sollicité pour optimiser toute la partie, tout ce qui est qualité et coût délai. En particulier sur l'auto, on a cette pression infernale. Donc on a travaillé avec Renault, comme vous l'avez compris, sur ces sujets. Donc, au final, des nouveaux composants, des nouveaux produits, des nouveaux process. L'objectif pour nous, EMS, c'est de monter en maturité sur l'ensemble de ces procédés. On va vous présenter donc avec Anne Rémy, puis moi-même, les process qu'on a pu travailler et les principaux résultats. On a la séquence.
Donc bonjour à tous, Rémi Janvier, donc ingénieur process pour MSL Circuit. Donc on a travaillé principalement en tant que leader sur la partie soudage laser. Donc nous, le but, c'est de pouvoir demain être capable de maîtriser ce procédé-là qui arrive avec les nouveaux modules de puissance qui sont liés aux véhicules électriques. Donc il y a plusieurs points importants. Donc pourquoi le soudage laser en électronique de puissance? Il y a deux axes pour ça. Le premier, c'est le gain en fiabilité via la suppression des différents connecteurs à l'intérieur de ces modules et également la suppression des vis qui peuvent se desserrer au fil du temps. Et donc, voilà, le laser permet de gagner en fiabilité là-dessus. Le deuxième axe, il est lié à l'optimisation des rendements. En effet, le soudage laser permet de réduire les résistances d'interconnexion et donc de limiter les pertes par effet Joule, ce qui permet derrière aux véhicules électriques de gagner en autonomie notamment. Donc nous, en tant qu'EMS, le paramètre principal pour lequel il faut garantir, c'est la tenue mécanique de l'assemblage du soudage laser. Donc durant cette étude, on est passé par plusieurs étapes. La première, donc, ça a été bien sûr l'identification des différentes matières. Donc ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a réalisé un reverse engineering sur un inverteur du marché, là, pour pouvoir faire un état des lieux de ce qui peut se faire et de ce qui se fait actuellement. Donc on a identifié plusieurs couples matières, notamment aussi avec des discussions avec les différents constructeurs ou les équipementiers. Donc on est reparti, nous, sur du cuivre sur du cuivre. Donc on a deux épaisseurs différentes, du 0,8 sur du 0,8 et du 0,5. 0,5 vient à se démocratiser de plus en plus pour des questions de coût et de poids. De l'aluminium et du bimatière, c'est des configurations qu'on peut retrouver aussi dans ces modules. Donc, dans un même temps, on a réalisé également un benchmark des différents acteurs autour du soudage laser, donc que ce soit des sources, des moyens de monitoring process ou des intégrateurs. Ça nous a permis d'identifier les différentes technologies qui sont autour du soudage laser, que ce soit les différentes puissances disponibles, les longueurs d'onde, les modes de distribution des lasers. Donc il en est sorti deux choix technologiques qu'on a voulu évaluer nous, dans le cadre de PROMS. Un laser infrarouge et un laser à longueur d'onde verte. Pourquoi ces deux choix? Le principal choix pour le laser vert, en fait, ça a été le fait que cette longueur d'onde a une meilleure absorption avec les matériaux réfléchissants, comme le cuivre. Donc on a voulu l'évaluer, c'est une techno qui est assez poussée justement pour ces cas d'usage par les différents fournisseurs qui proposent cette longueur d'onde. Donc on a voulu l'évaluer. Et le laser infrarouge, c'est la techno qui est le plus répandue pour les lasers. Donc il y a eu plusieurs améliorations au fur et à mesure des années. Et il y a eu une réduction des tailles de film, ce qui permet d'augmenter la densité de puissance et donc d'améliorer le couplage qui pouvait être un problème auparavant. Donc on a voulu tester. Et c'est un laser qui reste quand même moins cher par rapport à un laser vert. Le coût est 2 fois plus élevé pour une source verte. Donc dans cette étude, on a réalisé donc un plan d'expérience avec ces différentes configurations matières. Donc on a identifié les 3 paramètres principaux qui sont les plus influents autour du laser. On a voulu un petit peu voir comment ça pouvait réagir et comprendre comment ça fonctionnait. Donc pour ce plan d'expérience, on a suivi une matrice Taguchi. Elle permet donc d'optimiser le plan et de réduire le nombre d'expériences. Donc ici, on est arrivé sur un plan à 9 expériences. Donc on a 3 facteurs de 3 niveaux chacun. On a fait une répétition de 10 assemblages par expérience. À savoir que cette DOE-là a été répétée 8 fois, 4 configurations matières avec 2 lasers différents, ce qui a représenté plus de 700 éprouvettes soudées, ce qui est conséquent. Donc voilà, pour les différents paramètres. Qu'est-ce qu'il en est ressorti? Donc on a réalisé une batterie de mesures, d'inspection et d'analyse sur ces pièces-là. La principale caractéristique qu'il en ressort en termes de technologie au niveau des lasers, c'est un avantage à date du laser infrarouge. Notamment sur l'aspect, on peut le voir avec un comparatif au niveau optique. On a un aspect de la soudure qui est bien plus propre. On a eu également moins de projections, moins de void, on constate notamment sur le RX. On a eu des meilleures tenues mécaniques.
pour les variations des différentes expériences. On le voit sur le graphique avec les courbes rouges qui représentent le laser infrarouge. Et une résistance électrique aussi plus faible pour une même largeur d'interface. Donc voilà, un avantage clair pour le laser infrarouge, en tout cas aujourd'hui. Ici, l'analyse un petit peu DOE. Donc on pourra trouver ici deux paramètres de mesure en fait, qui sont complètement liés, la tenue mécanique et la largeur à l'interface. Ici, l'idée c'était de pouvoir quantifier l'impact des différents paramètres sur le résultat. Donc ce qu'on a constaté, ici c'est un exemple parmi tant d'autres, forcément on a tout un tas de mesures via les microsections, les réponses optiques, les tenues mécaniques, donc là c'est juste un exemple d'une configuration. Mais on peut retrouver ces conclusions sur la plupart des assemblages. Donc c'est un effet similaire de la puissance et de la vitesse sur la réponse. Ça, on peut le voir sur les courbes, sur l'effet des totaux de la puissance et de la vitesse sur la largeur interface. Ce qui est intéressant, ce qu'on a appris nous, c'est au niveau de la position du point focal. En fait, on a constaté qu'il fallait mieux avoir un point focal à l'intérieur de la matière plutôt qu'au-dessus, si jamais on avait des problèmes de plaquage sur une ligne de production. Donc il vaut mieux toujours être peut-être déjà avec un offset à l'intérieur de la matière, ce qui va limiter les variations de process. Voilà ce que nous peut en conclure là-dessus. Si je reviens sur les différentes configurations matière, pour le cuivre, pas tellement de surprise, on a une bonne tenue mécanique des assemblages, que ce soit pour le 0,8 ou le 0,5, avec une marge process forcément qui est un petit peu plus réduite sur l'épaisseur de 0,5. Il faut maîtriser la profondeur de pénétration de manière un petit peu plus précise. L'aluminium est un petit peu meilleur pour le couplage entre le laser et la matière. En fait, il est moins réfléchissant, donc c'est plus facile de souder. Et le bimatière, là c'est là où ça se complique, on va dire. On a des intermétalliques qui vont se créer lors du soudage, ce qui va fragiliser l'ensemble. Et l'inspection, notamment aérienne, c'est difficile, compte tenu de la différence de densité des deux matières. Donc voilà, le bimatière, c'est pas le cas le préférentiel en tout cas. Donc dans le cadre du projet, on a également eu tout un gros volet sur les moyens d'inspection. En fait, aujourd'hui, pour caractériser une soudure, que ce soit en ligne de production, il y a beaucoup de tests destructifs qui sont réalisés, car il n'y a pas vraiment de moyens aujourd'hui qui sont faits pour faire du test non destructif en automatique. Donc nous, ça a été un axe sur lequel on a énormément travaillé. Et donc on a identifié deux technos qu'on veut vous présenter aujourd'hui. La première, c'est la thermographie infrarouge, et la deuxième, c'est de la mesure électrique avec une faible intensité. Donc la thermographie, le but c'est de pouvoir détecter des faux amis. Donc en fait on est soudé en surface, mais réellement il n'y a pas d'interconnexion mécanique. Et de pouvoir détecter également la présence de void ou de fissures à l'intérieur de ces cordons. Donc le principe est le suivant, en fait on a la pièce qui est excitée donc avec un laser, et on regarde la réponse avec une caméra infrarouge. Donc les résultats, nous en fait on a pu détecter via différents partenaires et moyens la détection de faux amis, comme on peut le voir en bas sur la réponse en phase. Ici, en fait, on a une soudure qui est OK avec un cordon blanc. Sur un faux ami, en fait, il y a complètement une disparition. Donc ici, c'est complètement avéré. Également, sur une soudure discontinue, on a la possibilité de le détecter. Ici, vous avez la même pièce après destruction. Donc, on constate l'interconnexion mécanique qui est manquante par un endroit. Donc de ce côté-là, c'est super positif. À savoir qu'un des partenaires avec qui on a pu travailler nous a avoué avoir vendu 130 systèmes au cours des 3 dernières années pour l'inspection de soudure aluminium. Donc c'est une techno qui est en train de se démocratiser et sur laquelle il faut essayer, il faut innover. Et en tout cas, c'est très positif. La deuxième méthode, donc de la mesure électrique. Ici, on est donc sur la mesure 4 points. Faible intensité, 100 mA, avec des variations périodiques positives, négatives et des mesures de tension. Donc, en termes d'objectifs, on était sur les mêmes que ce qu'on pouvait avoir avant. Ici, on a également pu déterminer donc, la détection de faux amis. En effet, on est sur une résistance qui est doublée entre une bonne soudure et une soudure en faux amis. Donc ça, on s'est détecté de manière répétable.
Également, on a fait plusieurs essais aussi avec des longueurs de cordon différentes. Ici, en bas à gauche, hein, vous avez différentes longueurs de soudure. Et ce qui est possible de faire, donc, c'est de détecter une soudure de 1,5 par rapport à une soudure de 7,5 mm de long. On a une différence de 20 micro qu'on sait mesurer de manière répétable. Donc, il y a plusieurs avantages, hein, le fait d'utilisation de faible courant, ce qui permet d'éviter les auto-échauffements durant la mesure. On a une haute précision de 2,5 micro-ohms. C'est un équipement qui est relativement peu cher, 15 000 euros, et automatisable. Donc voilà, on a pu détecter, on a pu trouver deux moyens qui sont non destructifs pour le produit, pour la soudure laser. Pardon. Et donc il y a des études à poursuivre derrière pour pouvoir les mettre en ligne. Donc en bilan technique, donc nous, ça nous a permis en tant qu'EMS d'identifier les différents fournisseurs, les différents partenaires avec qui on pourrait travailler demain, identifier les différents paramètres et des moyens d'inspection à pouvoir mettre en ligne sur nos produits demain. Donc il y a plusieurs perspectives, hein, bien sûr, il y a des avancées technologiques sur les lasers. Ici, nous, le but, hein, c'était pas de faire des soudures parfaites, mais il y a des moyens pour pouvoir réduire justement ces projections. Hein. On est en milieu électronique et ça pose des problèmes, mais il y a des solutions qui sont possibles avec des faisceaux à double cœur, ce genre de choses. Et des développements de nouveaux assemblages. Hein. Le bimatière n'a pas montré n'est pas forcément le cas le plus simple, mais c'est réalisable, ça vient, il y a une boîte de mécanique. Donc de ce côté-là, il peut y avoir des développements autour de ces différents matières. Donc bonjour à tous, alors Moulac, je suis ingénieur process chez Lacroix Électronique et donc dans le cadre du consortium Prums, moi je vais vous présenter le sujet du frittage sur lequel on a travaillé les 3 dernières années. Donc les enjeux du procédé de frittage, dont Anne-Marie a déjà parlé ce matin, c'est qui permettrait notamment d'utiliser des MOSFET SiC et de les intégrer beaucoup plus facilement d'un point de vue thermique au niveau des inverteurs. Les avantages des MOSFET, c'est essentiellement la réduction de l'encombrement des inverteurs, l'optimisation de la fonctionnalité des composants. Donc on a moins de pertes en commutation, on a cette fameuse dissipation thermique qui est bien meilleure, et on a des fréquences de fonctionnement qui sont plus élevées. En revanche, on a des températures de fonctionnement qui peuvent être plus élevées que les composants habituels, on est autour des fois des 180 degrés. Ceci étant, ça permet d'intégrer les composants directement au sein du boîtier et de ne plus les avoir en déporté. L'avantage principal, c'est qu'on pourrait avoir une autonomie électrique qui serait beaucoup plus importante et on pourrait aussi réduire fortement les temps de charge. Face à ça, on se retrouve avec 2 possibilités d'assemblage, soit des crèmes abrasées, soit des pâtes de fritage essentiellement d'argent aujourd'hui. La crème abrasée, aujourd'hui, elle est très connue, on l'utilise nous au sein des EMS, mais elle a une conductivité thermique qui est très moyenne, qui est plutôt autour des 50-55 watts par mètre Kelvin. Et on a aussi un risque de refusion potentielle en utilisant des composants SiC, étant donné qu'on a des températures de fonctionnement élevées. Donc on a besoin d'avoir un système de refroidissement supplémentaire, ce qui peut alourdir aussi les véhicules, et on a une tenue mécanique qui peut le menacer. En revanche, avec le frittage d'argent, on peut monter sur une conductivité thermique qui est beaucoup plus haute. Donc nous, de ce qu'on avait estimé au niveau des pâtes, on était autour des 200 watts par mètre par Kelvin. Aujourd'hui, apparemment, on peut monter plus haut. On n'a pas pu investiguer cette pâte-là, à voir. Et on a une température de fusion de l'argent qui est aussi beaucoup plus haute que la crème abrasée, on est autour des 960 degrés, donc là on n'a pas de menace pour la tenue mécanique en génie. Nous, dans le cadre du projet, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu connaissance qu'il y avait une flèche qui apparaissait sur du brasage classique avec des composants de grande surface. Et ce, malgré des températures pas forcément très élevées d'assemblage, avec une incertitude sur l'efficacité de la dissipation thermique de la crème abrasée. Pour essayer de pallier cette flèche en brasage, l'idée était de vérifier si avec un frittage, on pouvait éventuellement limiter cette déformation du composant. Donc pour ça, on a fait des essais avec un procédé de frittage d'argent sur des grandes surfaces. Mais pour commencer, on a fait des essais sur des plaquettes de simulation. Donc le procédé de frittage d'argent, aujourd'hui, il est déjà connu. Il est utilisé pour des petits power modules et aussi pour du die attach sur différentes dimensions. C'est notamment utilisé avec les composants STPA, donc sur les plus types de Tesla.
C'est des essais qu'on avait fait auparavant et ce qui nous a permis de un peu mieux orienter nos essais sur grand surface. Donc pour expliquer un petit peu ce procédé de fritage et toute sa mise en œuvre, en fait on a une pâte qui est chargée en argent, donc celle qu'on a utilisée, nous on était autour des 70% d'argent. On commence par une dispense de la pâte qui peut être soit par sérigraphie, soit par buse. On vient faire un placement des composants qui peut être fait avec un pick and place classique. Ensuite, on passe dans un four qui permet l'élimination des liants, qu'on appelle un déliantage en termes de process. Alors, c'est connu sous le nom de debinding en anglais. Et on vient faire une densification sous pression, donc entre 5 et 30 mégapascales à des températures qui vont de 220 à 240 degrés. Ensuite, on a un refroidissement à l'air et puis nous, on fait nos analyses pour vérifier notre process. Donc les données dans ce qu'on a utilisé, nous on avait des plaques d'aluminium avec un piédestal et des plaques de cuivre qui étaient planes. On a fait un design qui était un design croisé et qui a été pensé pour des essais mécaniques de traction de cisaillement ensuite. On a utilisé donc en assemblage une pâte d'argent et enfin une ligne de fritage sous pression chez un fournisseur. La surface de contact qu'on a utilisée, elle était de 40 par 50 mm, donc c'est assez important. Aujourd'hui, c'est des dimensions qu'on commence à voir sur du composant de puissance. Le plan d'essai qu'on a réalisé était un plan donc, de 9 essais de base qui couvraient des températures allant de 220 à 240 degrés, des pressions de 10 à 15 mégapascales et des durées de fritage qui allaient de 180 à 250 degrés. À ça, on a ajouté d'autres essais, donc des essais plus médians pour avoir une idée au niveau du centre de notre process qui est la donnée optimale connue aujourd'hui. Et on a fait des essais plus aux extrêmes en termes de température et de pression. Et après, on a fait des essais en variant les designs de stencil qu'on a définis. À chaque fois, on a fait 6 répétitions, donc 6 assemblages, sauf pour le point central, on en a fait 10 en vue des essais mécaniques à venir. Pour les stencils, donc on a utilisé 4 sortes de 400 micromètres à chaque fois, sauf le dernier qui était de 600 micromètres d'épais. Et on en a eu un, c'était une ouverture complète. Le deuxième type d'essai, c'est avec 4 ouvertures au niveau du stencil. Le troisième type d'essai, c'est avec 9 ouvertures au niveau du stencil. Et le dernier, donc, c'était une épaisseur qui variait avec une seule grande ouverture. Donc sur des 600 micromètres d'épais. Ensuite, on a fait nos assemblages un petit peu en mode manuel. Donc on est venu prendre nos plaques d'aluminium qui avaient été revêtues de nickel, cuivre, argent pour promouvoir l'adhérence de la pâte. Et on est venu les sérigraphier. Vu les surfaces, c'était le procédé le plus simple de mise en œuvre. Une dispense, c'était pas envisageable sur les pièces qu'on avait. Suite à ça, on est venu les placer dans un outillage qui permettait de fixer notre assemblage à 90 degrés parce que pour le coup, il fallait absolument pas qu'on dévie de cet assemblage en croix pour maintenir les bons résultats sur les essais mécaniques. Ensuite, on est venu poser la plaque de cuivre au sein de l'outillage. On vient faire le séchage. Donc là, on a eu un séchage de 90 minutes, le fameux déliantage, à 150 degrés. Et ensuite, on vient faire le fritage, une densification sous pression, où là, on avait un système donc, pour protéger les plaques, ce qui se fait aujourd'hui dans les systèmes de fritage. On vient ajouter un film de téflon et un film de graphite. En fait, ça permet d'optimiser la répartition de la pression sur la surface et d'éviter de trop déformer certaines pièces. Et donc, suite à ça, on a déroulé tout notre déo. Donc, au final, notre cycle de fritage, on a eu notre préparation, on a eu notre déliantage de 90 minutes, et après, le fritage, il est en lui-même de 3 à 4 minutes. Suite à ça, on a fait différentes analyses. Donc, nous, ce qu'on avait comme intérêt de faire, c'était des laminographies ou du RX2D. Et après, on a fait des essais mécaniques donc destructifs, soit en traction pure, soit en traction cisaillement. Donc pourquoi les inspections RX? Alors c'est surtout que c'est le moyen qui est le plus connu, nous, au niveau des EMS, et qui est le plus facile à mettre en œuvre de notre point de vue. Aujourd'hui, ce qui est communément utilisé, c'est beaucoup de la microscopie acoustique, qui demande une certaine formation. C'est plus compliqué pour nous de la prendre en main que le RX qu'on a l'habitude d'utiliser au quotidien. Donc l'idée, c'était de voir jusqu'où le RX pouvait nous emmener sur nos analyses, si c'était à transposer comme process. Là, ce qui a été fait, c'était des mesures donc, en laminographie qui permettaient d'avoir des mesures de taux de void au niveau des pièces
et d'avoir des idées des dimensions d'étalement réel de la pâte après pression. Donc nous, en 2D, ça nous permettait la mesure de void, et en laminographie, ça nous permettait d'obtenir les dimensions de la pâte. Alors, nous, on n'a pas vu d'intérêt spécifique à la laminographie, à part les mesures de dimension. Ceci étant, on travaillait sur plaquettes, donc on n'avait pas de pollution au niveau de nos images. Si on vient à travailler sur des composants, c'est impératif de passer par de la laminographie pour venir dissocier les différentes couches, sinon on n'arrivera pas à isoler la couche d'argent. Suite à ça, on est venu analyser les taux de void selon les paramètres process. Et donc, ce qui est ressorti, c'est que globalement, entre 10 et 15 mégapascales de pression, on avait un pourcentage de void qui était répétable. Là où on était les meilleurs, c'était plutôt entre 220 et 230 degrés, et on avait des taux de void qui étaient inférieurs à 3%. Ceci étant, on remarque aussi que c'est essentiellement lié à la température et à la pression. La durée de fritage ne semble pas impacter de manière importante le taux de void qu'on obtient. Ensuite, on a voulu comparer le taux de void en fonction des stencils qu'on a utilisés pour l'étalement de la pâte. Et ce qu'on a vu, c'est que quand on a 4 ouvertures sur le stencil, on a des taux de void qui étaient très variables. À 9 ouvertures, on était un tout petit peu plus stable, mais on reste encore sur du entre 5 et 8% globalement de taux de void. Et à 600 micromètres avec une seule ouverture, alors là on avait un taux de void qui était très élevé, autour des 8%, mais ça n'atteignait pas encore le cas donc des 400 micromètres à 4 ouvertures, où là on a dépassé les 10% de taux de void. Ceci étant, ce qui nous avait été conseillé de base, c'était d'avoir une seule ouverture, et là on était toujours inférieur à 3%, ça semblait plutôt adapté. Nous, ce qu'on s'est dit, c'est que potentiellement, il y avait une optimisation à faire dans le design du stencil. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on remarque sur les images que les voids viennent se loger le long des zones où il y avait les poutres du stencil à l'origine, donc il y a moyen d'optimiser l'évacuation du liant et donc de limiter les taux de void qui apparaissent sur la liaison d'argent. Enfin, donc ça c'était plus une analyse industrielle. Donc c'était du RX, de la XI, connu aussi au niveau des EMS, mais au sens production. Ça nous permettait donc d'évaluer un moyen industriel par rapport à du moyen de laboratoire et de vérifier si c'est transposable en industrie comme procédé. Sur ce type d'équipement, on se rend compte qu'on a un temps d'inspection qui est autour de 8-9 secondes, ce qui est totalement acceptable en termes de délai par rapport au temps du process. Et on arrive à obtenir les mêmes informations qu'avec le RX de laboratoire, donc des taux de void et des dimensions. Donc ensuite, sur la partie essai mécanique, on a fait, comme je disais, des essais en traction pure et en traction cisaillement. On a des tenues mécaniques qui étaient très bonnes pour la plupart sur la traction pure, donc entre 70 et 130 décanewtons pour les meilleurs. On a quand même eu des mauvaises pièces, qui étaient sur du 43 décanewtons, donc vraiment très faible par rapport aux autres. Et ça, c'était donc plutôt prévisible, vu que c'était notre pièce qui avait les critères de process les plus faibles. Donc là, on était à 210 degrés, 5 mégapascales, et on avait 210 secondes de fritage. Ceci étant, les bonnes pièces tiennent globalement autour de 110 décanewtons, donc c'est complètement raisonnable. Avec un temps de fritage qui est autour des 250 secondes. Les facteurs les plus influençants sur la tenue mécanique en traction pure, de notre côté, ça semble être le temps de fritage et la pression de fritage. Ça n'a pas l'air d'être la température pour la traction pure. Ensuite, il y a eu aussi des essais de traction cisaillement, où là on a des tenues mécaniques qui sont plutôt autour des 900 et jusqu'à 1100 décanewtons, donc qui sont aussi très élevées. Les mauvaises pièces, elles n'ont pas pu être montées dans la machine, il y avait une cassure immédiate, donc là le fritage était clairement mauvais. Et les bonnes pièces, donc on est, comme je disais, autour des 1100 décanewtons. Les meilleurs assemblages, c'est ceux qui avaient des pressions autour de 12,5 et 15 mégapascales, plus suite 20 mégapascales, mais qui a été plus un test aux extrêmes. Et là, dans le cas des essais en traction cisaillement, les facteurs les plus influençants, pour le coup, c'est bien la température de fritage et la pression de fritage. Donc pour conclure sur nos essais, ce qu'on a remarqué, c'est qu'on était capable d'obtenir des très bons assemblages avec des très bonnes tenues mécaniques, donc autour des 70 décanewtons en traction pour les moins bons, on va dire, des très bons, jusqu'à 110 décanewtons, et de 900 à 1100 décanewtons en traction cisaillement. On a des taux de void qui sont plutôt acceptables, la plupart du temps on était en dessous de 3%.
C'est pas encore bien maîtrisé, donc il y a certainement un travail à faire sur cette répartition des voids et la manière de les gérer. Les paramètres process qui peuvent être envisageables sur de la grande surface, ça nous semble être plutôt des températures entre 230 et 250 degrés et des pressions entre 12,5 et 15 mégapascales. En dessous, on a l'impression qu'elle est un petit peu faible, mais ça reste à valider sur du composant directement, puisque le composant ne pourra peut-être pas supporter des pressions aussi importantes pendant 3-4 minutes. La durée du fritage, par contre, elle est quand même à minima de 250 secondes, donc il faut faire compter 3-4 minutes. Et le déliantage, il est de 90 minutes, donc là, il est vraiment long. Sur des composants plus petits, on est plutôt sur du 30-40 minutes. Là, on n'a pas le choix que de l'augmenter pour qu'il soit assez performant sur nos grandes surfaces. Ce qu'on peut penser pour la suite, en termes de développement, ça serait donc d'optimiser ces temps de process, notamment la réduction du temps de déliantage qui est menante, et d'investiguer aussi sur des nouvelles matières, comme évoqué par Inventex ce matin, donc notamment de l'argent cuivre, ou encore des pâtes de cuivre seul. Les deux sont en cours de développement. Il y a des premières pâtes qui sont faites et qui sont en train d'être qualifiées, mais qui ne sont pas commercialisées aujourd'hui. Ça permettrait de réduire les coûts et aussi de limiter potentiellement des traitements de surface ou autres. Et enfin, certainement un point aussi sur les contrôles industriels possibles. Donc nous, aujourd'hui, on s'est fixé sur du RX plus type laminographie, donc de la XI en termes d'industrie. La microscopie acoustique est aussi très fiable, c'est juste que de notre côté, il faut apprendre, il faut l'apprivoiser en fait comme méthode, et aujourd'hui, on n'a pas cette compétence-là chez nous. Et après, il faut s'intéresser à toute la partie mesure thermique, où là, pour l'instant, on n'a pas réussi à en faire. Ça demande d'avoir des échantillons spécifiques, puisque au niveau de nos assemblages, on a des assemblages là, pour le coup, qui étaient extrêmement conducteurs, donc c'est très compliqué à mesurer. Donc voilà, pour le sujet du fritage. Bon, en termes de maîtrise de temps de cycle, on est un peu long. Je vais accélérer sur la partie collage. Nicolas Robineau de Actia a piloté ce groupe de travail. Celui-ci, j'ai déjà eu l'occasion de le présenter. Ça, on l'a deviné entre les lignes ce matin. D'un point de vue process, c'est l'apparition d'une nouvelle configuration de composants dit en topside cooling pour remplacer le refroidissement via l'EGA dont on parlait ce matin. Donc, c'est cette partie-là qui nous a intéressés d'un point de vue process. Alors concrètement, on a construit un véhicule de test. On a d'abord investigué le sujet d'un point de vue unitaire avant de le travailler avec un groupe de 4 MOSFET qui correspond à des configurations électroniques. Vous avez sur le document des extraits d'une doc ST. En pratique, donc benchmark des équipements du marché, solution par micro-dispensing avec la pompe à qualité progressive qui est à droite, en configuration mono-composant ou bicomposant. En pratique, donc, on a cherché à trouver des solutions pour la définition du pattern pour venir déposer de façon précise sur le composant. Vous avez à l'écran plusieurs configurations. Celle qui est à droite avec un temps de cycle réduit et une bonne couverture du composant, et celle qui a été la plus probante. D'un point de vue industriel, même avec des gros volumes, c'est envisageable. Avec une machine, peut-être deux. Donc ça, c'était côté process. On a aussi toute cette partie contrôle que vous avez compris, on a investigué sur le sujet. Ici, vous avez à la fois des solutions de contrôle et de mesure. Donc un petit exercice avec 4 solutions du marché. L'AOI traditionnelle chez nous et 3 solutions à base de caméras ou de laser qu'on a pu voir sur le marché. Les solutions à base de laser donnent les mesures les plus proches de la réalité. En pratique, donc ça c'est notre appréciation, le profitomètre laser 3D nous semble un très bon compromis à date pour ce contrôle de procédé. Je vais assez vite, hein. Vous pourrez nous retrouver après si vous avez des questions complémentaires. D'un point de vue produit, donc on a fait un certain nombre de mesures sur le même principe que ce que vous avez vu sur le fritage, avec des tenues mécaniques. Alors d'abord en configuration normale, et on a aussi lavé les pièces, notamment les pièces alu, pour améliorer l'état de surface. Donc des résultats bien meilleurs avec des pièces lavées. Et aussi une perspective d'amélioration avec un traitement éventuellement plasma pour encore améliorer la tenue mécanique. Ça, c'est la partie thermique. Entre les lignes, vous avez peut-être compris que c'est un point difficile à mesurer, soit d'un point de vue composant, soit sur le système complet. Sur l'assemblage unitaire, on a réussi à faire des mesures, un petit peu de pub au passage pour
le centre de ressources technologiques de Tarbes, Primes, qui nous a permis d'accéder à cette mesure. Alors concrètement, on arrive à discriminer des configurations avec des épaisseurs de pâte différentes, des épaisseurs de colle différentes, ou alors des manques de colle. Donc ça peut être intéressant, principalement en labo. Voilà, pour la méthodologie, si vous avez des questions, rendez-vous derrière, dans l'espace de convivialité. La configuration multicomposant. Donc, on a d'abord fait une mesure via une machine conventionnelle, on va dire tridimensionnelle, avec 5 points de mesure par composant. Et on a aussi fait des mesures avec le profilomètre laser 3D. L'ordre d'idée, c'est plus de 500 000 points de contrôle par composant, avec ce type de machine récente. Donc, d'un côté, 130-140 microns de delta Z avec la machine, avec la colonne de mesure, et avec le laser, on arrive jusqu'à 226 crête à crête. Donc, la conséquence, c'est qu'il faudra trouver un matériau de liaison qui saura absorber ces dispersions. Voilà. On a une partie côté composant, on a une partie côté process. On pourra la travailler un peu, mais c'est l'état des lieux à aujourd'hui. Donc, un enjeu côté conception et un enjeu côté process. Voilà. Donc, un petit bilan sur cette partie collage. Donc la coplanarité, juste ce qui vient d'être évoqué, c'est un point discriminant pour la conception système. On considère qu'on a validé, nous, aujourd'hui, les moyens dits de micro-dispensing, et on a défini des patterns. On a également identifié des moyens de mesure en labo et éventuellement sur ligne. Côté méca, c'est OK. Côté thermique, c'est une solution qui a des performances limitées, il ne faut pas se tromper, si on n'est pas du tout dans le même ordre d'idée que ce qu'on a vu sur le fruitage, mais c'est adapté pour certaines configurations. Et on considère aujourd'hui que le temps process est compatible de gros volumes. Rappelez-vous, la cible, c'est l'auto. Les perspectives, on pourra continuer à travailler sur les process pour les colles et les graisses, notamment sur les temps de cycle et sur les quantités déposées. Le temps de séchage des colles, c'est un point de vigilance pour tout ce qui est CAPEX, pour les industriels. Et puis, on espère que les offreurs de solutions des colles vont proposer des produits plus performants. Donc, d'un point de vue technique, aussi l'aspect coût. Un slide de conclusion au titre de l'équipe. On considère aujourd'hui qu'on est monté assez largement en maturité côté manufacturing au sein des 3 EMS. Donc voilà, on n'est pas encore dans une configuration série. Vous avez bien vu qu'on a fait les volumes qui ont pu être faits, 700 pièces pour la partie soudure, c'est pas encore des productions série, mais on a eu des volumes de production très très significatifs. Voilà. Donc ça pourra être optimisé bien sûr selon les cas d'usage apportés par les donneurs d'ordre. Aujourd'hui, ces solutions sont quasi sur étagère, donc ça répond potentiellement en partie à la question qu'il y avait ce matin. Et on a travaillé à la fois sur les dimensions assemblage et aussi contrôle, ce qui était un point important. Voilà, un grand merci à toute l'équipe, donc les 3 personnes qui sont là pour vous présenter. Il y a d'autres personnes qui sont dans la salle qui ont travaillé sur le projet, en particulier Mehdi et Benoît. Donc si vous avez des questions, vous pourrez les croiser pour un peu de complément juste après.